magazine Pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Faure Essozina Gnassingbé, est en Tunisie pour le sommet de la francophonie. Cette 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement échange sur la connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Une femme à la tête de la Cour suprême du Togo, Justine Maoulaoué Azanledji, a prêté serment hier. Son portrait à suivre. La planète a atteint 8 milliards d'individus mardi dernier. Plusieurs défis se dressent à l'horizon pour ce poids exercé sur la Terre. La Coupe du Monde Qatar 2022 débute demain dimanche. Au total, 32 pays répartis en 8 groupes de 4 vont se rivaliser d'ardeur pour dégager le champion. Au Togo, suite et fin de la D1, troisième journée cet après-midi, Asko Semasi Akara retient l'attention. Deux invités à suivre, le directeur de l'urbanisme Aïdam Koudjo sur les projets de construction et le syndicaliste Adrien Beleki-Akwete sur la grève générale de 1992. Les échos du palais et la revue de presse complètent cette édition. Une fois encore, bonjour. Le chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé, séjourne en Tunisie. C'est dans le cadre de la 18e conférence de la francophonie. Pas comme Johnson. Le président de la République, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, prend part les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba en Tunisie à la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Ce sommet a pour thème central connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Le chef de l'État et les autres dirigeants des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie décideront des stratégies pour mettre en évidence l'importance du numérique adapté au programme de développement dans un contexte mondial marqué par des enjeux économiques majeurs. Ce sera également l'occasion pour les pays membres de raffermir les liens de partenariat autour de la charte de la francophonie dans un espace numérique fondé sur des valeurs de diversité, d'inclusion, de démocratie, de respect des droits humains. Le numérique, qui est au cœur des débats du sommet de Djerba, est en phase avec l'ambitieux programme Togo Digital 2025 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. La session sera couplée de la célébration du cinquantenaire de l'Agence de coopération culturelle et technique et du Forum économique francophone. Le Togo et l'Organisation internationale de la francophonie entretiennent d'excellentes relations de coopération et notre pays est d'ailleurs le premier pays à accueillir la toute première représentation de l'organisation. Lomé abrite en effet depuis 1982 le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, BRAO. L'OIF appuie le Togo dans la réalisation de plusieurs projets dans différents domaines, notamment l'éducation, la culture, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, la décentralisation et la promotion de la jeunesse. Voilà, le chef de l'État était donc en Tunisie. Il y séjourne en ce moment suite de nos dossiers de Radio Lomé sur l'enregistrement des naissances. Où et comment établit-on un acte de naissance? La réponse avec Simnake Rosaline. Elle est assistante sociale à la direction régionale de l'action sociale. Elle est au micro de Geneviève Pognon. L'acte de naissance se fait dans un état civil et c'est l'agent d'état civil qui établit l'acte de naissance. Si je vais prendre l'exemple de la commune de Lomé, il y a des arrondissements avec des états civils. Par exemple, dans le 2e arrondissement, nous avons 6 états civils où un parent qui a un nouveau-né dans la commune peut aller déclarer son enfant. Quand je dis dans la commune,
je peux résider dans la commune de Lomé et il arrive que je vais accoucher à l'intérieur, à Dapan par exemple. Ce n'est pas parce que je réside dans la commune, je vais ramener mon bébé pour le déclarer à Lomé dans la commune. Là où je l'ai accouché, je peux le déclarer là-bas. Donc la déclaration se fait dans le lieu de naissance de l'enfant. Et comment ça se passe? La procédure, c'est comment? Quand un bébé est né, avant de quitter l'hôpital ou bien avant de quitter la clinique, on remet aux parents l'attestation de naissance. C'est un document sur lequel on renseigne le nom de l'enfant, la date de naissance de l'enfant, l'heure de naissance de l'enfant, le nom des parents. Et cette attestation permet aux parents, dans le délai de 45 jours, d'aller vers un état civil où ils présentent l'attestation comme quoi leur enfant est né. Et l'agent peut maintenant l'aider à remplir leur fiche qu'ils appellent déclaration de naissance. Mais on conseille très souvent, quand on veut le faire, d'amener une copie de naissance des parents, d'un des deux parents, ceci pour éviter les erreurs. Parce que très souvent, quand on établit l'acte de naissance, on vous demande d'aller revenir, puisqu'il faut que l'officier signe tout ça. Et cela, ça dépend de chaque état civil. Certains peuvent dire c'est 2 jours, d'autres peuvent dire dans 1 semaine. Et vous revenez prendre votre acte de naissance. Audience solennelle de prestation de serment ce vendredi à la Cour suprême du Togo à Lobé. Madame, le nouveau procureur général de la République et 3 magistrats ont officiellement pris fonction au sein de l'institution. Retour sur le reportage avec Yao Kamake. C'est en toute reconnaissance de sa compétence et de son mérite que le président de la Cour suprême a reçu le serment de Azan Ledi Justine Maoulawe, épouse Ahadji, à la demande du président de jurer de bien et fidèlement remplir mes fonctions dans le respect de la Constitution, d'assumer sans défaillance les devoirs qu'elle m'impose et de garder le secret des délibérations. La procureure générale, bien droite dans sa toge rouge, la main droite levée, répond. Je le jure. Aussitôt renvoyée dans l'exercice de ses fonctions, ce fut le tour de cette dernière de demander au président d'accepter le serment de 3 nouveaux magistrats, ce qui fut fait. Monsieur Moti, veuillez vous lever et dites je le jure s'il vous plaît. Je le jure. Monsieur Saïd Tchaba. Je le jure. Levez la main droite. Je le jure. À l'endroit des 3 récipiendaires, la procureure générale n'a pas mâché ses mots en guise de conseil et conduite à tenir. Chers collègues, vous êtes aujourd'hui à la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire et administrative. Vous êtes appelés à contrôler les décisions rendues par les juridictions de fond. Rendez justice à la veuve et à l'orphelin, sans tenir compte de qui est devant vous. Respectez votre serment, sinon vous aurez commis parjure. Ne monnayez pas les dossiers qui vous seront soumis à traitement. Ce ne sont pas les offres alléchantes qui manqueront, ça c'est sûr. Mais faites beaucoup attention. Soyez prudents, vigilants et surtout diligents pour éviter les multiples critiques de lenteur faites à notre justice. La séance est levée. C'était donc Yao Kamake. On va rester toujours avec lui pour découvrir Madame le procureur de la République. Avec la 60aine révolue, la procureure générale de la République près la Cour suprême du Togo, Azan Ledi Justine Maoulawe, épouse Ahadji, est une magistrate très dense de par son cursus universitaire. En plus de son bac G3 en études commerciales, de sa licence et sa maîtrise en droit des affaires, la corpulente et imposante Azan Ledi dispose d'un diplôme de l'ENA cycle 3 option magistrature. Dévouée à la tâche et passionnée du métier, depuis son entrée dans la magistrature en mars 1990, la procureure générale Azan Ledi a convaincu sa hiérarchie dans l'exercice de sa vie professionnelle. Substitut du procureur, juge d'instruction, conseiller à la cour d'appel, puis premier avocat général de la Cour suprême, un dernier poste occupé pendant 13 ans avant sa nomination le 17 octobre dernier. Autre prise de fonction, Tiné Donko dirige désormais le syndicat du personnel des services économiques et financiers du Togo pour les 4 prochaines années. Ce gestionnaire de profession a été élu secrétaire général du syndicat ce vendredi lors du 5e congrès ordinaire. Le compte rendu avec Aimé Sougliman. Tiné Donko a été élu par la majorité absolue autour du thème « Les financiers au service de la nation ». Il est donc conscient de la tâche qui l'attend.
Je suis très conscient et ce n'est pas à tout hasard que ce thème a été choisi. Au cours de notre mandat, nous allons œuvrer pour mener à bien cette mission. Et justement, je parlais de services publics de qualité que nous devons implémenter d'abord au sein des camarades syndiqués, puis au niveau des sous-sections et dans toutes les régions. Le syndicat du personnel des services économiques et financiers du Togo, SYNPCFIT, était jusqu'ici dirigé par Madame Nadou Lawson. De mon passage à la tête du SYNPCFIT, j'ai eu des pleurs, j'ai eu des rires. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis totalement contente, ni totalement aigrie ou quoi que ce soit. J'ai fait ce que Dieu m'a permis de faire et ce que tout le bureau, en solidarité avec moi, a permis que nous puissions faire. On rend gloire à Dieu et à tous les camarades qui ont pu participer à cette œuvre-là. Le SYNPCFIT comprend les employés des ministères de l'Industrie, l'économie, les finances et la planification. Les hommes de médias ont effectué lundi dernier une visite d'imprégnation à la plateforme industrielle d'Atetikopé. Il s'agit d'amener les journalistes à toucher du doigt les différentes unités de production, à savoir l'usine de transformation de soja, l'usine d'assemblage de motos électriques et le centre de formation sur les métiers du textile. Retour sur ce reportage avec Geneviève Bognon. Nous sommes ici au centre de formation sur les métiers de textile. Il est situé au sein de la plateforme industrielle d'Atetikopé PIA. Habillé en jean, pantalon noir et t-shirt blanc, les fichiers de PIA, Adegla Mesodinen est la responsable de la ligne de production de t-shirts au col rond. Elle explique le processus de production. Pour confectionner l'habit, premièrement, on a les panels complets de cutting qui viennent. Donc on a le front et le back, ça veut dire le devant et le derrière. Donc on joint une partie de l'épaule. On redonne la deuxième opération qui fait le neck, rib. Et troisièmement, on fait la couture de la seconde épaule, la deuxième partie. Après, on colle les deux manches. Après avoir collé les deux manches, on remet au neck banding. Donc après le neck banding, on fait le neck closing. C'est là où on met l'étiquette principale au centre. Après cela, on fait le couture du côté, ça veut dire le side seam. Après cela, on fait le sleeve hemming, le bottom hemming et le pic. Et puis nous avons un t-shirt à col rond au complet. 2 usines de transformation de soja biologique et conventionnelle sont en construction où d'ici mi-décembre, 240 tonnes d'huile de soja sortiront de cette unité. D'autres unités de production sont en cours d'installation. Commandant Sanda Idiola, administrateur général de l'autorité de coordination de la PIA. Une quinzaine d'unités industrielles qui ont déjà signé le contrat d'installation. Les emplois créés par ce projet à ce jour tournent autour de 2000 emplois. Le projet au départ a prévu la création de 37 000 emplois. Le centre de formation du textile où les jeunes sont actifs sur l'apprentissage au métier du textile. Et ces jeunes, dès qu'ils finissent leur formation, ils sont attendus par les usines de textile. Avec la prévision des usines qui vont arriver, c'est près de 12 000 emplois qui seront créés. Sur le site, l'usine de transformation du soja qui est mise en place. Donc, nous visons la transformation du coton togolais. Également, bientôt, une usine qui va transformer les noix de cajou est en prévision d'installation. Nous allons développer des chaînes de valeur par rapport aux productions agricoles que nous avons dans le pays. La plateforme industrielle d'Atetikopé est créée dans le but de mettre en place des infrastructures pour l'opérationnalisation des usines. Il s'agit de transformer sur place des produits agricoles et des ressources qui constituent des matières premières pour des unités de production. Pour trouver un emploi à chaque Togolais, il faut un recensement et le recensement général de la population et de l'habitat a pris fin. Voici le communiqué sur ce recensement avec Edouard Sonon. La phase du dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat a été lancée officiellement le 24 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Au terme de ce dénombrement qui a commencé le 23 octobre 2022 avec le déploiement des agents de terrain, le gouvernement tient à saluer le bon déroulement de cette opération qui a pris fin le 16 novembre 2022. Il saisit cette occasion pour remercier les populations et l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus, notamment les préfets, les députés, les maires, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les leaders communautaires, les partenaires techniques et financiers, les agents de terrain et les médias pour leur mobilisation qui a permis un aboutissement heureux de ce processus.
Le gouvernement invite par la même occasion les populations à collaborer de nouveau avec l'INSED pour un bon déroulement de l'enquête post-censitaire qui sera réalisée dans les prochains jours. Cette enquête, qui ne concernera que quelques localités tirées au hasard, permettra de vérifier la qualité du dénombrement réalisé. Remerciements aux populations et aux acteurs impliqués dans le processus du dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Payadoua Boupessi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, à Blamba Akwefa Johnson, ministre secrétaire général de la présidence de la République. L'enquête sur l'habitat n'a pas seulement été faite au Togo, elle a été également à l'international. Et la Terre, qui a atteint les 8 milliards d'êtres humains mardi dernier, est un cap inédit. Combien d'êtres humains la Terre pourra-t-elle supporter? C'est la question que pose Juliette Camdet. Selon l'Institut américain World Watch Think Tank, la Terre dispose d'1,9 hectare de terre par habitant pour subvenir aux besoins alimentaires, vestimentaires, de logement et traitement des déchets. Mais la moyenne mondiale est aujourd'hui à 2,3 hectares. La Terre peut en théorie supporter bien plus de personnes que 10 milliards d'êtres humains. Mais ce chiffre théorique doit ainsi se calquer sur la consommation de chaque individu. Le jour du dépassement de 2022, date à laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre peut reconstituer en une année, a été atteint le 28 juillet. Il faudrait donc actuellement 1,75 planètes pour pouvoir supporter la consommation humaine de 2022, selon l'Institut. Ce jour n'avait été atteint que le 19 août en 2014. Peu importe donc à quel point la croissance démographique sera importante dans les prochaines années, puisque la Terre ne peut théoriquement déjà plus supporter la consommation humaine actuelle. Les 8 milliards d'individus doivent relever le défi sanitaire. Le monde est ainsi exposé ces derniers temps au phénomène de résistance des antibiotiques dû à l'automédication. Ce phénomène touche tant les humains que les animaux et devient de plus en plus une menace mondiale aux conséquences individuelles. La semaine mondiale du bon usage des antibiotiques qui s'achève aujourd'hui donc encourage les acteurs aux bonnes pratiques. C'est ce que nous dit Alice Bert Parandao. La résistance aux antibiotiques est devenue une préoccupation mondiale. Selon l'OMS, la résistance aux antimicrobiens compromet le traitement efficace d'un nombre croissant d'infections, ce qui constitue un enjeu de santé publique. En Afrique subsaharienne, la vente libre des antibiotiques, l'automédication ou la prescription inadéquate contribue à une surconsommation des antibiotiques, ce qui crée des résistances dans le traitement des maladies. Professeur Mounero Salou, président de l'Association des étudiants en médecine et pharmacie du Togo. Les antibiotiques, c'est des médicaments comme tout autre médicament, mais ici, ils sont utilisés pour le traitement des infections en général. Et la résistance, c'est la capacité pour la bactérie de résister à l'action de cet antibiotique. Et donc, quand la bactérie est résistante, vous traitez l'infection, mais vous n'avez pas la réponse. Donc, en termes économiques, ça augmente le coût de la prise en charge et des fois, lorsqu'on n'a pas de solution, parce qu'il y a des cas où la bactérie résiste à tout, c'est pour cela qu'il faut anticiper. Il faut s'arranger pour ne pas arriver à la situation où on parle d'impasse thérapeutique, où on n'a plus de moyens. Chaque année, on se donne une semaine pour rappeler encore les bonnes pratiques, pour sauver ce peu. C'est devenu un problème au point que on veut inscrire la résistance au patrimoine immatériel de l'humanité, en disant il faut protéger les antibiotiques, sinon ce sera foutu pour nous. Docteur Kombiako Kinam, inspecteur national du médicament vétérinaire. Un animal qui ingère un médicament pas de bonne qualité ou bien un animal à qui on a administré pas dans les règles de l'art aux doses appropriées un médicament accumule des résidus et quand la viande de ces animaux sont mis sur le marché, c'est l'homme directement qui en pâtit parce qu'il y a des délais où il faut attendre pour que le médicament se résorbe totalement au sein de l'organisme de l'animal avant que cette viande ne soit mise sur le marché. Nous exhortons tout le monde pour consommer des viandes issues des animaux abattus dont la viande a été inspectée, déclarée salubre par les services techniques vétérinaires avant sa consommation.
Un bombardier américain B-18 lancé a été redéployé dans la péninsule coréenne aujourd'hui dans le cadre d'un exercice aérien conjoint entre Séoul et Washington. C'est au lendemain du lancement de missiles balistiques intercontinentaux par la Corée du Nord. Répondre à ces menaces nucléaires américaines avec ses propres armes nucléaires, c'est en somme le message envoyé aujourd'hui même par Kim Jong-un dans les médias d'État. Le leader nord-coréen a supervisé le tir de missiles balistiques intercontinentaux de la veille. La veille donc, Pyongyang affirme qu'il s'agit du premier essai réussi de Hwasong-17, surnommé le missile monstre. Une nouvelle sortie offensive de Kim Jong-un dans un contexte tendu sur la péninsule coréenne. Si le tir d'un missile balistique capable de frapper Washington ou New York n'avait pas suffi, le message envoyé par Kim Jong-un dans les médias d'État nord-coréens est encore plus clair. Pyongyang réagira résolument aux armes nucléaires par des armes nucléaires et à un affrontement total par un affrontement sans merci. C'est ce qu'a promis le leader nord-coréen lors de l'essai du Hwasong-17. C'est le temps des invités. En matière d'habitat, le logement et l'assainissement, plusieurs projets sont en cours au Togo. En amont comme en aval, les populations sont impliquées dans l'exécution de ces projets. Des précisions que nous donne Koudio Aïdam. Il est directeur général de l'Agence de développement urbain et municipal. Invité de ce journal, il est au micro de Odette Pira. Monsieur Aïdam Koudio, bonjour. Oui, bonjour Madame Odette Pira. Dites-nous, quels sont les projets en matière d'urbanisme au Togo? L'urbanisme en général est un secteur qui est transversal. On est dans beaucoup de domaines. En général, nous faisons ce que nous appelons la planification de nos centres urbains. Donc nous faisons des schémas directeurs. En fait, c'est des documents qui permettent de pouvoir planifier la ville, de pouvoir gérer la ville. Nous avons des documents de planification et des documents aussi opérationnels qui permettent de gérer la ville au quotidien. Donc il y a des schémas directeurs qui se font. En l'occurrence, le dernier schéma directeur du Grand Lomé a été réalisé en 2018. Actuellement, pratiquement toutes les grandes agglomérations du Togo sont couvertes par un schéma directeur. Bon, nous faisons entre autres aussi d'autres documents, les plans de détail qui permettent d'aller en profondeur de ces schémas directeurs-là, permettent vraiment d'aller à des échelles un peu plus grandes et pouvoir tracer la ville. Au-delà de ça, à travers d'autres directions de notre ministère, en l'occurrence la DGUE par exemple, nous exécutons des projets de voirie et d'assainissement au travers des centres urbains. Actuellement, il y a plusieurs voies Lomé qui ont été réalisées par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Aujourd'hui, il y a un grand projet d'assainissement aussi qui se fait autour de la zone d'Oba. Et tout ça, c'est à mettre à l'actif du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Au-delà de ça, nous faisons aussi des études. Nous réalisons des études en prélude à leur réalisation. Donc ça se fait à travers la direction générale Site-Afrique, agence de développement urbain et municipal, qui fait tout genre d'études, conduit des études urbanistiques. Donc à notre actif, vous pouvez avoir toutes les études qui sont liées à l'aménagement de la zone lagunaire, là où il y a BTCI, CDAO, là où il y a toutes les banques, la BOAD, tout ça. Donc ces études-là, avant l'exécution de ces voiries, ont été réalisées par cette agence-là. Nous travaillons aussi, comme je l'avais dit tantôt, à l'assainissement de la ville de Lomé à travers une direction aussi qui est à l'urbanisme, c'est la NASAP, Agence nationale de salubrité publique, donc qui cure les caniveaux, qui entretient la lagune, qui entretient des espaces verts et qui crée des espaces verts aussi un peu partout dans la ville de Lomé et qui met en place aussi des stratégies de gestion des ordures ménagères à travers pratiquement tout le Togo, puisque cette agence est en partenariat avec la plupart des mairies de Lomé. Donc, entre autres, voilà un peu les projets que nous faisons au ministère de l'Urbanisme. Et sans oublier, bien sûr, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le domaine de l'habitat. Donc, des projets de logement en général, des logements sociaux. Donc, c'est
l'urbanisme qui conduit aussi ces différents projets-là. Il y a certains projets qui ont été déjà réalisés par le passé. Même si l'urbanisme sur certains n'est pas au premier plan, il est toujours impliqué parce que nous donnons des orientations, des conseils et puis nous conduisons, nous aidons les promoteurs à pouvoir réaliser l'ensemble de ces projets-là d'habitat. Est-ce que la population est impliquée dans l'exécution de ces projets? En général, oui. Parce que, comme je vous le dis, l'urbanisme, c'est un domaine où, effectivement, tout ce que nous faisons, c'est à l'endroit de la population. Et vous êtes sans savoir que dans ce domaine-là, vous ne pouvez rien faire sans les populations, sinon ce ne serait que des œuvres vaines. Donc oui, les populations sont impliquées. D'abord, je vais prendre point par point les différentes activités que nous faisons. En matière, par exemple, de salubrité, je vais commencer par le dernier, le salubrité publique, l'assainissement, des campagnes de sensibilisation qui sont faites. Il y a des programmes de formation, même des populations, de sensibilisation de ces populations-là, d'information de ces populations-là au comportement citoyen, comment se comporter dans la cité, quel rapport avoir avec les déchets, où déposer les déchets. Donc, effectivement, les populations sont impliquées au travers des leaders d'opinion, au travers des chefs de quartier ou des chefs d'agglomération, ou au travers d'autres leaders. Donc, il y a cette implication-là qui est faite des populations. Au niveau je prends par exemple les documents de planification, le schéma directeur. Lorsque ces documents, dans le processus même de validation de ces documents-là, on a toujours une phase de présentation du document qui est fait aux populations, où chaque population, où on regroupe les populations de l'agglomération concernée, on leur présente le document et en ce moment-là, il y a un dialogue entre les promoteurs de ce document, c'est-à-dire le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, accompagné du bureau d'études qui a réalisé le document, où effectivement, on appelle ça une opposition au tiers. Donc il y a une discussion qui est faite, les populations donnent leur avis, s'ils sont pas d'accord sur un certain nombre de points, ou bien s'ils ne comprennent pas un certain nombre de choses, on le leur explique. Donc s'il y a des corrections, on les refait avant que le document ne soit validé. Donc il y a une implication des populations. Et pour terminer, en ce qui concerne les logements, avant toute opération de construction des logements, il y a ce que nous appelons une étude de marché. Et dans ce processus d'étude de marché, il y a des sondages qui sont faits où on demande l'avis des populations, on leur demande quelles sont leurs capacités, quel type de produits ils voudront avoir, comment ils voudront avoir leur logement, comment ils imaginent leur cadre de vie, tout ça. Donc c'est en fonction de tous ces éléments que les produits sont proposés après. Donc je crois que dans l'ensemble, les populations sont impliquées dans les différents projets qu'exécute le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Réforme foncière. Quels sont les modèles de logement proposés aux populations? C'est des modèles qui sont variés, parce qu'en général, on va des types, si nous prenons par exemple des villas basses, on va du type F2, pas du type F2, on peut commencer même par des studios. Les studios, c'est ce que nous appelons en général des entrées couchées, mais c'est des entrées couchées améliorées où on a toutes les commodités à l'intérieur. C'est-à-dire vous avez votre WC, douche, cuisine, tout ça à l'intérieur, mais dans des pièces séparées avec une grande pièce qui sert en même temps de salle à coucher, de séjour. Mais bon, c'est des produits qui sont quand même assez rares ici. Bon, on les propose surtout des jeunes célibataires ou des jeunes fonctionnaires, ceux qui viennent. Bon, ça c'est l'entrée même de gamme, ça c'est les produits d'entrée de gamme. Après, nous avons des F2, c'est-à-dire, ou des F3, c'est-à-dire des 2 chambres, salon, WC, douche, séjour, cuisine. Et puis, bon, jusqu'à l'allant. En fait, c'est en fonction de la taille de logement et puis de la taille de la famille. Bon, ça, c'est au niveau des villas basses. On les trouve au niveau des villas basses et nous encourageons aussi les promoteurs à nous présenter ou à faire des produits, des logements qui soient en hauteur, parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre espace se sature. On n'a pas une superficie qu'on peut étendre à souhait, donc il faudrait quand même penser aussi faire des économies au niveau de la surface de nos terrains. Donc nous encourageons les promoteurs à proposer des produits en hauteur. Donc nous avons aussi des appartements. Nous proposons aussi des appartements. Et dans ces appartements aussi, vous avez des 2 chambres salon, WC, douche, 3 chambres salon, des 4 chambres salon, en fonction de la taille. Donc voilà un peu les produits que nous proposons. Pour terminer, quelles sont les précautions prises pour éviter de reproduire les erreurs de la cité Mokpokpo? La cité Mokpokpo, comme l'indique son nom, c'était un projet pilote. D'accord, c'est un projet qui nous a permis effectivement de tester les logements sociaux au Togo. Nous avons pu voir à l'issue de ce projet-là quelles sont les forces et les faiblesses du montage qui a été fait. Et effectivement, nous avons tiré beaucoup de leçons du projet Mokpokpo. Par exemple, aujourd'hui, la première, une des leçons, par exemple, c'est que les promoteurs, quand ils viennent, il faut qu'ils bouclent complètement leur financement.
C'est-à-dire que en général, on a deux types de montage. Le montage qui a été fait sur Mokoko, c'est que au fur et à mesure, les acquéreurs viennent et puis ils payent, on leur construit leur logement. Ce qui fait que on a l'impression qu'on a toujours une cité ou un lotissement qui est un chantier permanent. Donc, une leçon, c'est que en général, pour pouvoir finir à chaque fois, pour donner une bonne image, un bon visuel de notre produit, c'est que nous allons tout finir avant de commencer par commercialiser. Donc le promoteur qui vient, il doit déjà boucler son financement. Il ne va pas attendre que des gens viennent payer avant de commencer par construire. Ça, une première leçon que nous avons tirée. Deuxième leçon, c'est la population cible. Comment déterminer la population cible. Donc effectivement, sur Mokoko, l'un des défis auxquels nous avons été confrontés, c'est que ceux qui avaient été pressentis pour pouvoir acquérir ces logements-là, à la fin, on ne les a pas, non pas retrouvés parce que ils n'avaient pas réuni toutes les conditions pour pouvoir accéder à ces produits-là. Donc, qu'est-ce que nous faisons? C'est-à-dire que la phase de préparation maintenant nous permet de bien cibler ceux que nous voulons atteindre, de bien trier et de mettre les moyens en place, de mobiliser le financement, les banques, les institutions financières, tout ça, pour que ces populations-là, effectivement, ceux que nous avons ciblés au départ, soient ceux qui seront les acquéreurs de ces logements. Troisième leçon tirée du projet Mokoko, c'est que pour ce que nous allons faire maintenant, nous allons beaucoup communiquer autour parce que on s'est rendu compte aussi que la plupart n'ont pas la bonne information sur ce qui s'est fait à Mokoko. Donc, il y a aussi un problème de communication que nous comptons régler sur les autres projets que nous allons faire. Donc, je crois que en général, sur ces trois points-là, c'est en grosso modo les leçons que nous avons tirées sur ce qui s'est fait au niveau de Mokoko. Monsieur Aïdam, merci. C'est moi qui vous remercie. Les logements sociaux, il y en avait une dizaine lorsque déclenchant en 1992 la grève générale dite illimitée et non négociable. Mercredi dernier, le 16 novembre, cette grève a eu 30 ans. C'était une initiative du Code 2 et du collectif des syndicats indépendants CSI. Le syndicaliste Adrien Beleki Akwete, ancien journaliste à Radio Lomé, est l'invité de ce journal. Il est au micro de David Tchakbera. Le 16 novembre 1992, la grève générale dite illimitée et non négociable a été lancée dans notre pays, le Togo. Et aujourd'hui, nous avons quand même l'honneur de recevoir un des acteurs de cette grève générale dite illimitée et non négociable, lancée ce 16 novembre-là. 30 ans après, il est question de revenir sur le sujet pour voir quels ont été les acquis de cette grève et qu'est-ce qui a motivé véritablement à arriver à cette grève. Et au même moment, nous allons voir les legs de cette grève-là. Alors, monsieur Adrien Beleki Akwete, bonjour. Bonjour. Ancien syndicaliste, vous avez été un acteur principal de la grève générale dite illimitée de ce 16 novembre 1992. Qu'est-ce qui vous a conduit à lancer cette grève? D'abord, je voudrais remercier Radio Lomé pour ce tour d'horizon, ce devoir de mémoire, comme beaucoup de journalistes de la presse privée l'ont écrit également sur la grève générale illimitée. La grève générale n'est pas dite illimitée. La grève générale a été illimitée, a été déclarée illimitée dès le départ. Mais nous devons tenir compte du contexte politique des années 90 et de l'environnement social qui prévalait à l'époque de la grève générale illimitée. Sur le contexte politique, c'était la bataille vers le multipartisme et la liberté d'expression. Et ça qui a conduit également au pluralisme syndical dans notre pays. Si vous vous souvenez, nous avons vécu pendant longtemps sur le joug du parti unique, qui est devenu plus tard parti État, et ensuite avec la Confédération unique. Donc il faut tenir compte de ce contexte. Sur l'environnement social maintenant, c'est que à l'époque, avec tout ce qui se passait, il y avait des problèmes sur le plan de sécurité. Les lieux de travail étaient des lieux de bataille entre les pro-démocratie et les pro-tenants de l'ancien système, et ça devenait difficile à gérer. On enlevait les gens disparaissaient, et les syndicats se sont dit non, pour les travailleurs, il faut qu'il y ait des lieux sécurisés pour qu'ils puissent alors faire leur travail dans de bonnes conditions. C'est pour cela qu'il a été mis en place à l'époque le collectif des syndicats indépendants. C'est un collectif des syndicats indépendants qui a fait déclencher alors la grève générale illimitée le 16 novembre
1992. Alors, cette grève, elle a une fois quand même été levée? Non, la grève a été suspendue. Disons tout simplement que c'est une suspension levée qui ne disait pas son nom. Parce que, si vous vous souvenez, lorsque la grève a été lancée, le pays a été paralysé du sud au nord, de Lomé à Dapaon. Surtout par les travailleurs, les conducteurs des taxis, les conducteurs également des grands camions, les banques et le commerce. Donc, le Togo a été paralysé complètement dans les 3 premiers mois. La grève a duré 8 mois, quelques jours, de janvier à juillet, début août. Donc, la grève a paralysé le pays. Si la grève a paralysé le pays, il faudra aussi trouver des solutions pour que nous puissions arriver à la fin. Et ces solutions étaient plus des solutions politiques. Cette grève a poussé le chef de l'État de l'époque, le général Yadema, à engager des discussions avec les partis politiques du collectif de l'opposition démocratique, Code 2 à l'époque, que dirigeait le professeur Nilevi. Et donc, ça a mené des discussions, bien sûr au Togo et surtout au Burkina Faso et à Ouagadougou. Bien. Quels sont les résultats à proprement parler que vous avez obtenus pour lever la grève? Lorsque cette grève a été lancée et que les discussions ont eu lieu à Ouaga entre le parti au pouvoir et l'opposition, nous avons regretté que dans la délégation qui a été à Ouaga, à Ouagadougou, il n'y avait pas de syndicalistes. Et que tout a été fait sur le plan politique seulement. Nous ne pouvons plus continuer une grève lorsqu'on trouve des solutions à certaines revendications de l'époque. Donc, à l'issue de l'accord de Ouaga 3, donc les syndicalistes ont jugé la levée de la grève, si nous avons utilisé même le mot suspension, suite à la signature de l'accord qui devait se faire à Lomé, à l'hôtel Sarakawa, le 2 août 1993. Donc, nous, les syndicats, nous y étions présents et nous avons fait une déclaration pour la suspension de la grève. À partir de cet instant, parce que les hommes politiques ont déjà signé un accord, nous nous sommes dit pourquoi. Il y avait des gens parmi nous qui nous demandaient de continuer cette grève-là. Mais nous nous sommes dit, parmi certains, on se sont dit non. Cette grève est à la fois une grève sociale, bien sûr, mais ça poussait aussi, ça demandait à pousser le général vers des discussions pour arriver à apaiser le climat à l'époque. Donc, si les hommes politiques ont pu signer un accord avec le parti au pouvoir, ça ne sert plus à rien de continuer à aller en grève. Bien. Alors, quels sont les legs de cette grève-là? Legs pour nos auditeurs, ce que la grève nous a laissé. Toute grève n'a que 2 conséquences. Bon, vous avez des résultats qui sont toujours à juger par les uns par les autres. Nous pouvons dire une chose, que la grève a poussé le général à accepter des discussions avec le Code 2. Et la grève a poussé également à organiser une élection présidentielle pour la première fois, pluraliste. Et si vous vous souvenez très bien, il y avait plusieurs candidats, dont le candidat du Code 2 à l'époque était Edem Kodjo. Et cette grève également a poussé qu'on aille alors aux élections législatives pluralistes en 1994. Maintenant, sur le plan social et économique, toute grève a des conséquences économiques. Alors, le pays était paralysé pendant 8 mois. Il y avait eu des arriérés de salaire, il y avait eu des trucs à faire, et tout cela a été aussi d'autres batailles plus tard avec les syndicats. Adrien Bellico, à côté des leçons à tirer? Des leçons à tirer, s'il faut le faire, je ne peux pas dire, avec du recul aujourd'hui, que cette grève n'a pas atteint ses objectifs. N'a pas atteint tous les objectifs peut-être, mais la grève a permis à ce qu'on aille de l'avant. Maintenant, les leçons à tirer, c'est que prochainement, il faut privilégier le dialogue, comme on le fait aujourd'hui, aussi bien avec la classe politique et également avec les syndicats, pour que nous puissions avoir un développement inclusif apaisé. Est-ce que dans notre pays, selon vous, ça sera l'avant-dernière question, les syndicats que nous avons ont ou n'ont pas de couleur politique? Dire que les syndicats ont de couleur politique, je dirais non. Les syndicats peuvent appuyer à un moment donné certaines positions
s'ils voient que cette position peut permettre à ce que les travailleurs y trouvent leur compte. Mais avoir des couleurs politiques, comme ça a été dit pendant longtemps dans notre pays, que tel syndicat est proche du pouvoir, tel syndicat est proche de l'opposition, moi j'ai toujours combattu cette idée. C'est pour cela qu'au lendemain de la grève générale illimitée, si vous vous souvenez très bien, il a été mis en place l'intersyndicat des travailleurs du Togo. Parce que au temps de la grève, si vous vous souvenez très bien, le 16 novembre, il y avait un syndicat des journalistes qui a été créé, qui s'appelle Syndico, le syndicat libre de la communication. Il y avait déjà le Saint-Job qui était là, dont j'étais le secrétaire général, et le Syndico était né lorsque nous a arrêté le 16 novembre dans l'ancêtre de la radio ici. Le même jour, il y avait un syndicat qui était né. Donc, ça a poussé des gens pour dire, nous ne partageons pas cette idée, nous pouvons nous mettre à l'écart pour faire aussi ce que nous pouvons faire. Et en janvier 93, nous avons, ADEMA a tout fait pour avoir la branche sociale qui s'appelle alors l'Union Générale des Syndicats Libres. Donc, mais au lendemain de la grève, on s'est dit, ah non, attention, nous battons pour la même cause. C'est pour les travailleurs. Même si nos chemins ne se rencontrent pas régulièrement, mais l'idéal, c'est pour les travailleurs. Et on a mis en place l'intersyndicat des travailleurs du Togo pour conjuguer nos efforts et avoir d'amélioration pour les travailleurs. Et pour finir, quel est votre regard sur la lutte syndicale au Togo aujourd'hui? Non, vous savez, la lutte demeure la lutte. J'ai eu la chance de participer au Forum national du dialogue social la fois passée. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de formation. Le tout n'est pas seulement de réclamer de la revalorisation des salaires. Ça fait partie des réclamations. Également, les bonnes conditions de travail, le développement national également doit faire partie aujourd'hui. Donc, le mouvement syndical doit jouer son rôle pleinement en tant qu'acteur de développement. Adrien Beliki à côté, merci. C'est à moi de vous remercier. Et oui, voilà, Théophile Dandako, c'est vous qui assurez le pluriel. Merci de nous avoir permis de passer dans cette édition avec Monsieur Adrien Beliki à côté, ancien syndicaliste, ancien journaliste, animateur à Radio Lomé. Bonne suite d'édition. Merci David Chakvira et son invité. L'affaire de détournement avait toujours cours lors de la grève générale illimitée ou avant. En tout cas, cette affaire est là, toujours d'actualité. Et l'inculpé, Kokou, comptable de profession, est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. C'est dans le cadre des Échos du Palais. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Le nommé Kokouvi, engagé sur la base d'un contrat par la Direction régionale maritime de la santé, a été mis à la disposition du centre médico-social de Kévé en qualité de comptable depuis le 14 septembre 2015. Il a travaillé dans le dit centre jusqu'au 7 novembre 2016. Au cours de son passage, sa hiérarchie a constaté que les activités du centre étaient en nette progression. Paradoxalement, les recettes baissaient considérablement. Plusieurs fois sommé de s'expliquer sur cette situation, Kokouvi prit la fuite à la suite de divers indices graves de détournement en laissant une lettre dans laquelle il reconnaissait avoir détourné une somme de 6 millions de francs CFA. Mais l'audit réalisé par l'équipe technique du ministère révèle plutôt un manquant de plus de 15 millions de francs CFA. Recherché suite à la plainte du ministère de la Santé, Kokouvi sera appréhendé à Lomé, déféré au parquet d'instance de Kévé, puis inculpé de détournement de deniers publics à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire contre lui. Interrogé en enquête préliminaire, l'inculpé a reconnu les faits, mais devant le juge d'instruction, il a varié légèrement en soutenant ne reconnaître qu'une partie du montant présumé détourné. En effet, il explique que certaines sommes ont servi à des travaux de réfection du centre de santé de Kévé, d'autres à des prêts qu'il a consentis à des membres du personnel avec l'accord du responsable du centre, d'autres encore à consentir un prêt à l'un de ses amis qui serait un commerçant à Lomé. En tout cas, malgré ces arguments, il faut noter que les règles de l'orthodoxie financière font obligation à tout comptable public de gérer en bon père de famille les deniers publics dont il a la charge. De ce point de vue, tout comptable public est responsable de tout manquement constaté dans la gestion des deniers publics dont il a la charge. Or, l'inculpé ne détient aucune pièce justificative
prouvant ces allégations, alors qu'il est apparu que pour dissimuler ces détournements, il a procédé par des surcharges d'écriture ainsi qu'à la soustraction frauduleuse de certaines quittances. Dans ces conditions, il y a lieu de dire suffisamment établi contre Kokouvi les faits de détournement de deniers publics qui lui sont reprochés et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises de Lomé pour y être jugé conformément à la loi. Ainsi, au terme du procès, Kokouvi a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 15 millions de francs CFA d'amende. Son avocat, Maître Soa, se prononce sur cette décision. Je ne suis pas satisfait de la décision parce que la peine me paraît trop lourde en fonction des faits de mon client. Vous savez, on le poursuit pour des faits de détournement. C'est un comptable dans un centre médico-social. Avant même de quitter ses fonctions, il a laissé un document qui fait état de ce qu'il a détourné 6 millions. Mais le problème, c'est que pour punir ce genre de détournement, fixe des peines graduelles, des peines en fonction du montant. Si le montant est inférieur à 10 millions, la peine est de 5 à 10 ans. Au-delà de 10 millions, la peine est de 10 à 20 ans. Maintenant, il fallait caractériser, situer le montant reproché à mon client pour pouvoir mieux déterminer la peine. Il se trouve que dans le dossier, les éléments sur lesquels la Cour s'est fondée, fondamentalement les documents qui ont été fournis par l'audit, qui a déterminé 15 millions, les documents ne sont pas fiables. Un procès verbal de passation de services qui n'est pas signé, comment un tel document peut être pris en compte pour déterminer le montant? Voici à présent la revue de presse avec Léontine Atogima. Une large part consacrée aux secteurs sociaux confirme le dialogue. L'hebdomadaire relève que le budget 2023 proposé par le gouvernement en attendant les discussions à l'Assemblée nationale alloue plus de 600 milliards de francs CFA aux secteurs sociaux. De nouvelles mesures sociales sont en vue, renchérit Écho du pays qui poursuit en indiquant que des idées sont émises pour continuer à accompagner les consommateurs à mieux supporter l'inflation que connaissent les produits de première nécessité depuis la crise sanitaire liée au coronavirus. Parlant du volet social, la phase pilote du Fontinga a démarré avec le raccordement à l'électricité de 33 000 ménages dans les régions de la Kara et des Savanes, dévoile Ouara les vainqueurs. Ceci répond aux engagements du gouvernement d'accorder une importante part du budget au secteur de l'énergie, de la santé, du développement à la base et de l'éducation, ajoute le libéral. Justement, le secteur de l'éducation connaît de nouvelles organisations au niveau des évaluations régionales. En effet, le Messager titre à sa une « Kokoroko interdit les contributions financières ». Dans une note de service en date du 14 novembre 2022, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat interdit la collecte de fonds chez les élèves et auprès des établissements privés pour l'organisation des évaluations régionales, détaille le journal dans ses colonnes. Plus loin, l'apparition cite le ministre Dodi Kokoroko en ces termes. Pour ce type d'évaluation, je demande au DRE de prendre toutes les dispositions en lien avec les chefs d'inspection pour mettre à la disposition des établissements privés relevant de leur ressort territorial un exemplaire de chaque épreuve. Fin de citation. Social toujours, une feuille de route signée par des acteurs a entériné le Forum national du dialogue social tenu la semaine dernière à Kara. Il s'est agi d'un renouvellement des engagements du gouvernement à toujours privilégier le dialogue, la concertation avec ses partenaires sociaux. Chaîne de valeur caféière, la CRAM et l'ITC offrent une énorme opportunité aux femmes d'affaires dans le café, note l'Union pour la Patrie. Le hebdomadaire se réfère à une formation suivie par ces femmes pour faire reprendre à l'Afrique la place qui lui revient dans la chaîne de valeur du café. Union des forces de changement et encore Elliot Ohin, c'est une chronique de la semaine. L'apparition déplore que le deuxième vice-président du parti ne se remarque de plus en plus négativement depuis un certain temps. La nouvelle bévue de trop, selon les écrits du journal, est son implication dans une affaire de détournement qui lui a valu une suspension des rangs de son parti.
Merci Léontine Atogiwa, tu nous envoies au sport et voici le contenu. La Coupe du Monde au Qatar débute demain. La cérémonie d'ouverture aura lieu quelques minutes avant le coup d'envoi officiel sur le terrain avec le face-à-face Qatar-Équateur. La Coupe du Monde 2022 s'ouvrira avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture du mondial. Plusieurs concerts seront organisés durant l'intégralité de ce mondial. Au Togo, suite et fin cet après-midi des matchs de première division, troisième journée. L'affiche la plus attendue est Asko Semassi Akara. Asko, champion sortant, a les faveurs des pronostics. Toutefois, Semassi, 10 fois champion du Togo, aura son mot à dire. Les deux clubs sont d'ailleurs entraînés par d'anciens sélectionneurs des éperviers. Abalo Dossé pour ce qui est des Jaunets Noirs de la Kouza, Chanile Chakala pour ce qui est des guerriers de Tchaoudjo. Autres affiches, Entente de Espoir, Ange AS Togo Port, Gomido AS Bina, Unisport Dito, Bourlesou ASK et enfin Tambo Kakadre. Hier déjà, l'AS OTR a battu Sarasport de Bafilo en match avancé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.